à toutes et tous. Alors, je suis Jeanne Kliba, je vais animer cette table ronde. Je suis chargée de mission au CRIPS et formatrice en éducation à la sexualité. On vous propose, lors de cette table ronde, de plutôt partir sur une discussion autour de différentes questions avec les intervenantes qu'on a invités. Et pour commencer, je voulais vous demander à chacune de vous présenter, donc dans vos missions, essayez d'enlever pour essayer de réussir à regarder toutes les personnes de cette table ronde, de vous présenter votre lien avec l'éducation à la sexualité et les VARS, et aussi peut-être nous dire quelles sont vos spécificités, parce qu'on est toutes et tous acteurs, actrices de l'EVARS auprès des jeunes aujourd'hui, de près ou de loin, et qu'est-ce qui spécifie votre mission et en quoi elle peut être complémentaire avec la ou les missions des autres. Je vous laisse la parole, peut-être faire un petit tour de table. Tiffany, on peut commencer par toi si tu le souhaites. Alors, je pense que c'est bon. Oui. Donc, Tiffany, je suis chef de projet de la Cité éducative d'Argenteuil. Et la Cité éducative, s'il faut la présenter, c'est une démarche qui est pilotée par la préfecture, l'éducation nationale et la ville. Une grande partie des fonds sont déployés par l'État, donc la préfecture. Et le but de cette démarche, c'est d'associer ces trois institutions pour renforcer le rôle central de l'école, assurer une continuité éducative et ouvrir le champ des possibles. Et donc, à ce titre-là, on met en œuvre une politique d'EVARS sur notre territoire, donc qui est toute la ville d'Argenteuil, en collaborant avec des institutions et aussi avec des associations. Voilà, pour tenter d'améliorer les compétences psychosociales des jeunes et aussi de mettre en place des ateliers, mais pas que. Les VARS à Argenteuil, ça va se manifester avec des discussions, des débats, des spectacles. Il y a des théâtres forums qui sont autour de l'identité de genre, qui sont autour du consentement. Enfin, on met plusieurs choses en œuvre, voilà, pour mener à bien cette mission. Et pour du coup la spécificité, c'est aussi que vous intervenez sur différents publics. Donc vous avez tout le public, école, collège, lycée de la ville d'Argenteuil, qui n'est pas forcément le cas pour tous les acteurs et actrices de la table ronde. Donc c'est que vous avez vraiment une vision globale de toute la jeunesse de la ville d'Argenteuil. Oui, tout à fait. La cité éducative, elle est dédiée aux jeunes entre 0 et 25 ans. Et en fait, moi, je me retrouve sollicitée plutôt par des professionnels que par des jeunes, en fait, qui me font part de problématiques. Ça va de l'attouchement sexuel aux problèmes de harcèlement, aux problèmes de... En fait, je suis un peu le réceptacle de plusieurs problématiques variées, de différentes échelles sur le territoire. Pardon. C'est bon. Bonjour, je suis Sophie Florence, je suis médecin. Je travaille à la ville de Paris, à la direction de la santé publique et plus précisément au pôle santé sexuelle. Donc mon intervention par rapport à l'EVARS, elle vient de la compétence départementale qui fait qu'on encadre l'éducation vie affective et sexuelle par les centres de santé sexuelle. Donc il y a 23 centres de santé sexuelle à Paris et... difficultés de personnel, difficultés de lien avec les établissements. On fait à peu près 800 séances par an quand même et on touche à peu près entre 50 et 65% des collèges et 35% des lycées. On a un peu changé notre manière de travailler. Avant, on ciblait une classe et ça a son intérêt pour être sûr de toucher au moins tout le monde sur une séance. Maintenant, on s'adapte vraiment au projet d'établissement quand on prépare les séances avec les établissements. Je regarde le public parce qu'il y a beaucoup de personnes qui interviennent dans les séances de CCF en particulier, parce qu'effectivement, une de nos particularités, c'est aussi qu'on est plutôt professionnels de santé, l'objectif
numéro 1 des séances, c'est vraiment d'identifier les centres ressources. Et donc, les personnes qui vont intervenir, c'est des conseillères conjugales et familiales, dont une partie de l'activité est dédiée à cette activité, mais aussi des infirmiers, des sages-femmes, des médecins, des psychologues qui ont été formés pour faire ces séances. Bon, sur le terrain, on a mis en place une sectorisation, mais c'est pas le plus intéressant. Peut-être par rapport à l'historique, c'est vrai que moi, donc, je suis pas forcément hyper spécialiste des séances sur le terrain, mais j'en fais quand même quelques-unes. Mais surtout, je fais beaucoup de consultations depuis 15 ans maintenant en santé sexuelle, que ça soit via les CGID, centres de dépistage, et puis les centres de santé sexuelle. Et c'est vrai que l'impression qu'on a, l'impression que j'ai, c'est que c'est vraiment le manque de séances qui fait que, la moitié, à minima, hein, la moitié, ou je dirais même les 2/3 des personnes qui viennent, et de la souffrance en fait qu'on entend dans les consultations, viennent d'un manque, à mon sens, de séances d'éducation vie affective et sexuelle. C'est pour ça que je suis hyper, que vraiment c'est un champ de la santé sexuelle qui anime vraiment le pôle, et notamment la ville de Paris qui en a fait un des axes prioritaires de la stratégie parisienne de santé sexuelle. C'est vrai que souvent, on se dit on va mettre en place des actions en milieu scolaire et on va orienter vers des structures ressources. Et en fait, vous êtes structure ressources et vous vous dites, pour permettre aux jeunes de venir, on va aller en établissement scolaire pour faire connaître aussi nos missions. Et il y a ce lien entre l'éducation, finalement les actions en milieu scolaire et l'accompagnement, l'orientation qui peut être fait par d'autres à certains moments ou par vous-même, même sur votre territoire. Tout à fait, on essaie vraiment que ça soit l'objectif numéro 1. D'ailleurs, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est de les faire venir dans les centres. Donc quand on peut, quand on a la place dans les centres, quand le planning le permet, on essaie d'organiser les séances dans les centres de santé sexuelle. Déjà, ça sort les jeunes de l'environnement scolaire classique, et puis ils connaissent le lieu. Après, c'est vrai que ça a été dit dans les séances précédentes, mais j'aimerais bien insister sur la difficile quand même, de même que pour le counseling en entretien médical, la difficile évaluation en fait de la plus-value des séances. Tout à l'heure, il y avait le rapport de l'UNESCO, il me semble, qui pour moi est le seul et qui est utile aussi pour présenter les séances, c'est-à-dire que tout le monde s'accorde à dire que ça a quand même une efficacité pour retarder l'âge d'entrée dans la sexualité. Alors ça, je ne sais pas si c'est vraiment un truc qui moi m'intéresse personnellement, mais en tout cas pour faire une entrée dans la sexualité de façon plus satisfaisante et sûre. Et donc ça, c'est important de communiquer, mais c'est important peut-être d'arriver à évaluer vraiment ce qu'on fait. Je ne sais pas, j'aurais bien aimé poser la question ce matin, si la mise en place du programme va être évaluée. Voilà, c'est sûr que c'est pas facile à faire, mais donc l'intégrer dans une démarche scientifique, c'est important, et puis surtout en testant les différentes méthodes. Donc oui, et donc, pardon, mais on les voit souvent revenir en fait dans les centres de santé sexuelle, soit directement après la séance, hein, c'est vraiment pas rare que quand on fait plusieurs séances dans un collège, la semaine qui suit, les élèves reviennent, mais ça peut arriver aussi 3 ans plus tard. Moi, je pose toujours la question de pourquoi comment les personnes nous ont connus. Alors c'est vrai que de plus en plus, c'est ChatGPT, mais il y en a quand même qui viennent parce qu'ils ont eu une séance il y a quelques années auparavant. Donc voilà, c'est super. Ça répond à l'objectif. Exactement. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, moi je suis Didier Valentin, animateur de prévention pour le CRIPS. En sursis, visiblement, d'après ce qu'ont dit les jeunes, parce qu'ils m'envoient à la retraite. Et je vais profiter de ce temps quand même pour expliquer un petit peu ce qu'on fait. Donc le CRIPS, je crois que tout le monde le connaît un petit peu, mais l'idée c'est que déjà nous on n'a pas attendu les VARS, quoi, enfin tout ce qui a été écrit l'année dernière pour faire de l'éducation à la vie affective et sexuelle, puisque le CRIPS a une trentaine d'années, donc on vient de la lutte contre le sida, et c'est vrai qu'il y a cette idée, je trouve, très forte dans le CRIPS, qui est cette idée en même temps on part du devoir de mémoire lié à finalement à toutes nos morts et nos mortes dans la lutte contre le sida, avec des transmissions essentiellement pour beaucoup lors de rapports sexuels non protégés. Donc cette prévention qui était plutôt hygiéniste au départ sur le fait de se protéger des infections sexuellement transmissibles et entre autres de cette épidémie. Et le lien il se fait aujourd'hui avec ce devoir d'avenir avec les jeunes, quoi, pour le coup, de se dire que
on travaille avec eux pour effectivement sur une des relations plus positives et sur une sexualité plus positive dans laquelle ils vont pouvoir s'épanouir. Alors effectivement, nous on travaille beaucoup. On n'accompagne pas les jeunes en dehors des séances EVARS, enfin puisque ça s'appelle EVARS aujourd'hui. Mais par contre, nous on les redirige bien évidemment sur les personnes ressources et les structures ressources, donc les CCFF, les centres de santé sexuelle. Je crois que je l'ai mal dit, mais c'est pas très grave. Le planning familial, les centres de planification, puis toutes les assos qui peuvent être autour des établissements scolaires et qui peuvent faire le relais ou la prise en charge dans l'accompagnement, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on aborde ce sujet, on peut avoir des révélations effectivement sur des vécus, et donc il faut en faire quelque chose. Il n'est pas question de juste faire de l'information et de s'en aller. À partir du moment où on a effectivement une révélation ou des réflexions plus personnelles à la fin des animations et un vécu plus personnel, bien évidemment, il faut le prendre en compte. Nos premiers interlocutrices et interlocuteurs sont principalement les infirmières scolaires, les assistantes sociales et les psys qui sont à l'intérieur effectivement des établissements scolaires. Aujourd'hui, on peut s'appuyer effectivement sur beaucoup plus de profs, et ça c'est plutôt intéressant. Et puis des structures extérieures. Voilà, en gros, pour résumer l'affaire. Et un jeune disait dans la vidéo, c'est bien si c'est une personne de l'extérieur, comme ça on ne va plus la revoir, on la voit une fois et c'est tout. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Bah, moi, je pense que pour le coup, c'est important de garder effectivement les associations extérieures, même si la tendance est pas trop, va pas trop vers ça a priori. Mais pourquoi ? Parce que nous, on est un petit peu neuf avec les jeunes, très clairement. Ça peut être très complémentaire avec ces séances que font les profs. Et je pense qu'il faut garder cette complémentarité. Tout à l'heure, on parlait aussi de niveau, enfin je sais plus, la personne du ministère a dit qu'effectivement c'est un peu évolutif en fonction des âges. Nous, l'avantage, c'est qu'on fait pas partie forcément de l'institution, donc on peut des fois prendre un petit peu plus de recul. C'est-à-dire que, je sais pas, je prends un exemple tout bête, si dans le programme il est inscrit qu'on doit parler effectivement de pornographie en 3e ou en seconde, si je suis avec des 5e et que les 5e amènent le sujet parce qu'ils ont partagé des vidéos dans la semaine, je vais pas voter en touche. On va travailler ce sujet-là avec eux, leur ressenti, ce qu'ils ont vu, pourquoi. Donc on va faire de la réduction des risques très clairement sur leur vécu et le type de consommation qu'ils ont au niveau des images à caractère pornographique, et pas leur dire écoutez les gars, désolé, mais les gars et les filles, désolé, mais c'est en seconde que vous verrez ça. Pour l'instant, on va plutôt parler de je sais plus quoi d'ailleurs, en 4e, en 5e, enfin bon, voilà, du sujet qui était prévu sur le programme EVARS, quoi. Donc ça, je pense qu'on peut avoir cette liberté-là, nous, on peut l'amener, et je trouve que, et en plus, cette complémentarité, c'est tout bénef pour les jeunes, et c'est quand même l'idée de ces séances, en fait. Voilà, et puis on n'a pas de passif avec les jeunes, nous, en fait. C'est-à-dire que tous les profs ont des passifs, mais à partir du moment où on note des élèves, forcément, on peut être repéré en tant qu'effectivement que personne qui peut éventuellement les juger, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de profs, bien sûr, mais voilà, on est forcément différent dans notre approche, quoi. Bon, et donc gardons cette complémentarité. Ouais, très bien. Merci. Bonjour, c'est bon, on m'entend. Du coup, moi je m'appelle Clément Cavalier, je suis professeur de SVT, depuis qu'on en parle, au collège Jacques Prévert à Noisy-le-Sec. Et du coup, moi je voulais vous parler donc de mes deux casquettes, parce que je suis à la fois professeur et je suis aussi formateur. Et depuis l'année dernière, j'interviens dans les formations EVARS. Alors déjà, en tant que professeur, la complémentarité avec les associations, on vient d'en parler, elle est fondamentale pour une raison, notamment une raison, c'est qu'en fait, on n'est pas expert, on est prof. Même moi, en tant que professeur de biologie, il y a plein de domaines que je ne maîtrise pas suffisamment pour pouvoir en parler avec le recul nécessaire avec les élèves. Et ça, les associations, elles vont pouvoir le faire, elles vont pouvoir apporter ce regard. Maintenant, on a quand même cette question du programme EVARS, qui est une vraie question, qui est quelque chose de très positif, parce qu'on l'a dit au cours de l'après-midi, on avait 15% des établissements qui faisaient les 3 séances par an et par niveau. Avec ce programme, on a quand même l'espoir que ça va augmenter. Mais en même temps, ce programme, quels moyens ? On sait que les établissements sont ce qu'ils sont. Il y a des priorités par établissement. Comment est-ce qu'on paye ces séances EVARS ? Si on fait intervenir des associations au sein du programme EVARS, c'est pareil, les associations, il faut les payer.
mais c'est aussi le même problème avec les professeurs. Les professeurs, s'ils doivent faire des séances EVARS, il va falloir les payer également. Et les professeurs, je vais faire le pont avec la suite, ils ne sont pas forcément formés pour faire ces séances EVARS. Et c'est dans ce cadre-là donc, que l'année dernière, je me suis formé, notamment avec JN, qui nous a formés. Donc, le rectorat de Créteil lui a demandé d'intervenir sur une journée, et notamment sur la question de la posture de formateur, la posture d'animateur, qui est quand même une question qui, à notre sens, est centrale. On est quand même... moi, je me souviens, quand j'étais élève, qu'on me faisait les séances d'éducation à la sexualité, on était quand même beaucoup dans cette optique de prévention des risques, pour pas dire de peur. Et donc, j'ai grandi avec ça. Donc, quand on arrive prof, on a ces préconceptions initiales, on va faire pareil parce que c'est ce dont les élèves ont besoin. Et du coup, notamment avec l'intervention de JN, de passer à une logique beaucoup plus positive, même une logique d'émancipation des élèves. Et donc ça, comment est-ce qu'on va faire ça? J'aime beaucoup quand les élèves ils disent « Ah non, mais on ne peut pas parler avec les profs, c'est trop gênant ». Comment est-ce que le prof il peut adopter une posture qui va faire que l'élève va pouvoir parler sans se sentir gêné, sans se sentir jugé, tout en ayant en même temps cette casquette qui est c'est une autre chose que je voulais dire, de renvoyer vers les associations. C'est ça qui est important, c'est cet aspect local. C'est-à-dire que nous, le collège, on est au sein d'une géographie, on est au sein d'une ville, on a des associations, et c'est notre rôle aussi, les élèves, de les envoyer vers toutes ces associations qui auront, j'y reviens, sur cette expertise. Et donc, comment nous, est-ce qu'on peut faire pour connaître les associations, pour aiguiller les élèves? Bonjour, je suis Mariam Bichara, professeure documentaliste au collège Ferdinand Greg. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres professeurs documentalistes dans la salle. Donc, moi, j'interviens parce que, en tant que professeur documentaliste, on a déjà plusieurs casquettes au sein d'un établissement, donc à la fois enseignant, gestionnaire d'un centre de documentation de ressources. Et j'ai été confrontée à cette problématique en arrivant dans mon établissement où l'information sur la sexualité, la vie relationnelle était obsolète. Et j'étais confrontée aussi par un manque de moyens. Donc j'ai dû me tourner vers des associations, notamment le CRIPS, via Emma Robin, qui a été vraiment personne ressource pour le conseil de ressources. Et aussi l'aspect au CDI où on a un lien avec les élèves, où on est peut-être plus attentif et plus attentive quand dans une salle de classe au recueil de la parole des élèves. Donc, c'est-à-dire que concrètement, on peut être amené à recevoir des questions, des interrogations par les élèves. Et donc, le CRIPS propose des jeux. Et donc là, ça fait lien avec la vidéo sur la formation entre pairs, mettre en place des ressources, des outils que les élèves, par le biais d'une animation sur un temps, par exemple, de la pause méridienne, donc ça va être par exemple des questions avec les réponses, et donc ils vont pouvoir, en fait, entre eux, finalement poser les questions. Donc on est toujours dans cet aspect anonymat. On est entre pairs parce que va y avoir une autre personne qui va pouvoir répondre et apporter les réponses liées aux questions liées au relationnel. Au collège, c'est beaucoup sur les relations amicales, mais aussi tout ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous invite, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller voir dans l'espace ressources le jeu Infox Intox, où il y a beaucoup de cas pratiques sur des messages qu'on peut recevoir sur les réseaux sociaux et donc qui peuvent après conduire à des situations de cyberharcèlement. Cyberharcèlement lié à des thématiques sur l'orientation sexuelle ou alors sur des comportements de la sphère amicale. Et donc, effectivement, moi, le CRIPS, il a été vraiment... il est complémentaire dans cette mise à disposition de ressources et finalement de relations entre pairs, de formation entre pairs pour les élèves.
Et du coup, il y a même une complémentarité au sein même de l'éducation nationale entre les professeurs qui peuvent mettre en place les séances EVARS au sein de leur enseignement et les professeurs documentalistes qui peuvent recevoir des plus petits groupes, voire les infirmières scolaires ou assistantes sociales qui peuvent, elles, recevoir en individuel. On voit bien que même au sein de l'éducation nationale, il y a une complémentarité qui se fait entre acteurs et actrices et au-delà de l'éducation nationale quand on sort de l'école avec les partenaires territoriaux. Donc c'est intéressant d'avoir ton témoignage aujourd'hui. Ça fait sens de la communauté éducative, vous faites partie vraiment de la communauté éducative. Ouais. Et du coup, bonjour à tous et à toutes. Alors moi, c'est Ella Jabala, je suis responsable du service santé sexuelle et santé des femmes à la direction de la santé de la commune nouvelle de Saint-Denis. Voilà, c'est un peu long, mais on est commune nouvelle depuis janvier 2025, donc ça fait pas si longtemps. On a fusionné donc Saint-Denis avec Pierrefitte et on est passé de 4 CMS à 5 CMS, centres municipaux de santé. Et dans chacun des CMS, il y a une équipe de centre de planification familiale et promotion de la santé sexuelle qui concourt à l'activité de planification familiale, donc les médecins gynécologues, les infirmières des CMS, les conseillères conjugales et familiales et les secrétaires médicales. Et donc, effectivement, le lien avec Evras, c'est que nos équipes, et dans les missions des CPF-PSS, il y a tout ce qui est consultation médicale et psychosociale avec les conseillères, mais il y a aussi tout ce travail d'aller vers au sein des établissements scolaires. Et donc, on est conventionné par le département de Seine-Saint-Denis. Et dans les équipes, donc, j'ai 3 CCF seulement à temps plein qui sont pleinement formés. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a cet enjeu de formation des professionnels qu'on intègre, et notamment des nouveaux. Et je pense que c'est un point essentiel. D'ailleurs, les jeunes l'ont dit dans la vidéo, ils veulent avoir des gens formés en phase 2. Et je pense que c'est pas du luxe que d'avoir des gens formés sur ces questions liées à l'intime et à la sexualité notamment. Donc moi, je suis très contente de voir qu'il y a de la formation pour les enseignants, et je suis une ancienne prof de SVT justement, et j'ai aussi la casquette de conseillère conjugale et familiale parce que je me suis formée au conseil conjugal et familial, donc je reçois en consultation, et je vois qu'il y a effectivement, moi, s'il y a un point sur lequel j'ai envie d'insister, c'est justement cette articulation interprofessionnelle, interstructure, interservice, qui est essentielle dans l'accompagnement des jeunes, puisqu'on parle beaucoup des jeunes, là, on parle de la maternelle jusqu'à la terminale pour les VRAS. Donc c'est vrai que je trouve que la prise en charge, parce que c'est quand même ce qu'il y a derrière toutes ces séances de prévention, de sensibilisation, c'est vraiment, ça permet de libérer la parole, ça permet à des jeunes de s'exprimer, de pouvoir dire, dans des cas de violence notamment, de pouvoir exprimer ce qu'ils ont subi en termes de violence sexuelle ou de violence intrafamiliale ou autre. Et donc de comment permettre à ce jeune ou cette jeune d'être pris en charge et après d'être accompagné. Donc ça me paraît fondamental. Et pour vous donner un exemple, nous on a collaboré sur la commune nouvelle de Saint-Denis justement avec le CRIPS via le dispositif Cité éducative, puisqu'en fait on est un territoire très grand. Et pour répondre à toutes les sollicitations, c'est compliqué. On fait notre max et on intervient sur toutes les 3e de la commune nouvelle. Mais on a beaucoup de demandes, et donc on a travaillé avec le dispositif Cité éducative pour pouvoir justement développer des séances EVRAS, qu'on n'appelle pas toujours EVRAS, mais sur les dispositifs parole d'ado, interaction, feel good. Voilà, on a utilisé un peu tous les dispositifs proposés aussi par le CRIPS. Et on a tenu à faire du lien avec les animateurs du CRIPS. Et je pense que c'est essentiel. Et j'ai beaucoup travaillé avec JN justement sur le sujet, avec les animateurs aussi, pour qu'ils puissent, eux, quand ils vont vers les jeunes, parler des ressources du territoire. Parce que même si c'est des intervenants extérieurs, on parlait des associations, c'est important pour les associations de connaître les ressources, les professionnels qui travaillent chez nous. Et pour nous, c'est aussi essentiel d'aller vers les jeunes parce que ça humanise la structure. Un jeune, quand il met un visage derrière une structure, ça lui facilite l'accès après au centre. Et ça, on le sait très très bien parce qu'il identifie une personne. Quand on lui dit CPF, PSS, ok, centre de santé sexuelle, mais pour pouvoir passer le pas et venir, il faut créer du lien. Et ce lien-là, on l'a qu'en allant vers le jeune. Donc quand c'est pas nous, c'est nos collègues animateurs qui font du lien. Ils prennent et donc nous, on fait du lien avec les animateurs. Et donc je pense que c'est un travail qui est assez, qui demande de l'énergie, de l'investissement, mais qui est essentiel si on veut qu'il y ait un parcours du jeune et une prise en charge, qui soit efficace et qui réponde à ses besoins et à son accompagnement. J'aurais plein de choses à dire, mais ça va venir après, parce que sinon je ne vais jamais m'arrêter. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous pour ces partages. Donc on voit bien qu'on est
une multitude d'acteurs, actrices autour de l'éducation à la sexualité pour la jeunesse de nos territoires. Des territoires qui sont dotés de pas mal d'acteurs qui peuvent travailler ensemble, des territoires qui sont un peu moins bien dotés, Mariam travaillant par exemple dans le 77, où pour le coup on a besoin d'avoir cette communauté éducative à l'intérieur de l'établissement et d'avoir différentes personnes à qui on peut parler dans l'établissement, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses, le territoire étant inégalement doté de partenaires extérieurs. Et du coup, c'est comment on se crée cette communauté autour des jeunes, qu'on ait beaucoup d'accès ou un peu moins d'accès à ces questions-là dans nos territoires. Tout au long de l'après-midi, on a beaucoup parlé de la question de la formation des personnes qui interviennent auprès des jeunes sur les VARS. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui veulent nous partager? Clément, tu nous avais déjà un petit peu fait un teasing de cette question de la formation, mais nous partager un petit peu vos expériences sur les questions de formation, des initiatives que vous avez mises en place, et si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez mettre en place pour nous faire émerger des nouvelles idées et voir comment on peut travailler ensemble pour améliorer cette question-là, parce qu'on voit que c'est encore une question qui est en discussion et qui est à travailler entre acteurs et actrices sur ces questions des VARS. Oui, donc du coup, nous, au sein de l'Académie de Créteil, la formation, elle va être autour de 2 grands axes. Le premier axe, ça va être l'échelle locale, justement. On a vu que c'était vraiment l'échelle où les VARS prenaient tout son sens. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un établissement, il peut demander à avoir un formateur qui va se déplacer dans l'établissement pour travailler un projet d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, avec notamment les partenaires extérieurs. À quel moment est-ce qu'on va faire appel à tel partenaire pour qu'on ait vraiment un projet qui soit propre à l'établissement et qui soit adapté aux besoins des élèves. Et c'est vraiment ça la question. Et à côté de ça, on va avoir les formations qui, elles, seront académiques, où on va vraiment travailler des thématiques qui vont être à la fois plus disciplinaires, par exemple une formation EVARS et SVT, ou alors sur des objets, notamment la question de la pornographie. Je sais qu'on a une formation dans l'Académie de Créteil, et où là, on va vraiment être à l'échelle académique. Et visiblement, il y a de l'intérêt pour ces formations, parce que tu nous disais qu'il y avait beaucoup de personnes inscrites, plus que vous ne pouvez en proposer. Et du coup, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a, en tout cas, cette volonté de la communauté éducative à se former. Il faut après former des formateurs pour qu'on en ait plus sur le terrain. Mais effectivement, il y a ces possibilités qui sont à la fois construites, qui peuvent être construites dans l'établissement ou construites sur un pan d'enseignement. Et c'est hyper intéressant de pouvoir le travailler aussi de cette manière-là. Sophie, vous aviez aussi une expérience de formation de vos collègues sur le territoire de Paris. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Oui. On forme régulièrement les professionnels et bon, je ne sais pas si c'était une perche, mais on a récemment fait une formation avec le CRIP sur l'animation, parce que c'est vrai qu'on est à la base professionnel de santé, donc le champ santé sexuelle c'est en individuel, mais on a fait une formation avec le CRIP sur l'animation justement collective, comment animer un groupe, faire rebondir quand il est éteint, et ça s'est très bien passé, les professionnels étaient enchantés, sont repartis avec plein d'outils et surtout un peu rassurés par rapport à leur pratique. Et d'ailleurs, dans le cadre effectivement du programme aussi, il y avait pas mal d'inquiétudes dans les équipes mais si je dis ça, on va me le reprocher. Alors, c'est vrai que c'est un sujet, on l'a senti depuis le début de la journée, quand même assez sensible et qui peut cristalliser. Donc, bon, moi, je leur ai répondu que nous, que de toute façon, le boulot était fait depuis très longtemps et qu'on a toute notre place pour le faire, que malgré tout, on n'était pas à l'abri de quoi que ce soit, mais qu'au niveau de la ville, on soutenait vraiment les équipes qui faisaient leur travail. C'est vrai qu'on insiste sur la présence
permanence de l'éducation nationale pendant les séances parce que c'est obligatoire et ça protège voilà, ce qui est dit aussi, qui sont entendus par 2 personnes, parce que malheureusement, on n'a pas les moyens d'être 2 professionnels en séance. On va souvent à 2 et on divise la classe en 2. Et donc, voilà, il y avait des inquiétudes, en tout cas, de l'équipe qu'on a essayé de rassurer. C'est vrai que quand on relit le programme, quand même, on sent qu'ils ont voulu garantir un peu, enfin, faire plaisir un peu à tout le monde, mais quand on lit entre les lignes, on entend quand même qu'on peut parler, qu'on n'est pas obligé de suivre au pied de la lettre, qu'on peut répondre aux questions des élèves si les questions se posent. Donc voilà, que le mot vulve n'est pas un gros mot, quel que soit l'âge. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de gêne particulière à continuer à faire ce qu'on faisait déjà avant. Je vais parler de la formation. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut rebondir sur ces questions autour de l'accompagnement, pas forcément de la formation, ça peut être aussi de l'accompagnement à l'intervention, hein. C'était pour rebondir sur ce que disait Clément au sujet de nombre important de demandes de formation et des listes d'attente occasionnées. Nous, les professeurs documentalistes, on a des réunions de bassin, donc on se réunit par district. Donc on est réunis sur des zones. Donc moi, c'est le secteur du sud de la Seine-et-Marne, donc Champagne, Fontainebleau, Château-Landon, enfin vraiment tout le sud de la Seine-et-Marne. Et donc lors de ces réunions, on a des thématiques annuelles. Et cette année, c'est la thématique de la mise en place de l'EVARS dans les établissements, puisque dans la circulaire de rentrée 2025-2026, dans l'axe 2, il a été rappelé la promotion des différents parcours éducatifs, dont celui de santé. Et c'est par cette entrée-là qu'on s'auto-forme et donc on propose de mettre un cadre dans l'application EVARS dans nos différents établissements. Peut-être juste réagir en disant qu'effectivement, nous aussi, sur la formation, on a fait appel au CRIPS aussi sur de l'accompagnement pro et qu'on donne aussi la possibilité aux nouveaux professionnels d'aller sur le terrain en observation, puisqu'il y a aussi ce côté pratique d'assister. On parle de posture, de comment expérimenter justement la posture d'écoute, d'animation, et de revenir après échanger. Donc là, on est en train de mettre en place comme une sorte, là pour cette année, on essaie de développer un temps comme de l'analyse de pratique, retour d'expérience, parce que c'est vrai que quand on va vers les jeunes, on en prend aussi parfois plein la figure, en tout cas les professionnels qui n'ont pas encore assez de recul sur le terrain. Il faut qu'ils aient aussi cet espace de pouvoir partager avec des collègues qui ont plus d'expérience sur le sujet et pouvoir développer, partager des outils d'animation, mais aussi des outils humains de savoir-être, parce qu'il y a les outils concrets et puis il y a les outils de posture qu'on apprend aussi sur le terrain. Donc ça, on le développe aussi. Et puis, en parlant de formation entre pairs, en tout cas pour les jeunes, on a expérimenté aussi auprès d'un IME, donc là on n'est pas dans le cadre scolaire, mais de faire de la prévention sur sollicitation des éducateurs de ces jeunes en IME autour de la sexualité. Et donc les équipes sont parties, souvent ils interviennent en binôme, donc conseillère conjugale, infirmière ou conseillère conjugale et famille, avec médecins. Et il y a des jeunes qui ont été impliqués, c'est-à-dire qu'ils ont assisté aux séances, ils sont venus dans le centre visiter, prendre des photos de chaque cabinet de consultation, donc du médecin, de la conseillère conjugale, de l'infirmière, et qui ont pu après retranscrire aux autres jeunes de la structure ce qu'ils ont pu voir, ce qu'ils ont pu apprendre. Et ça a été très très riche. Ça, c'est une expérience qu'on a eue récemment l'année dernière. Et c'est vrai que ça permet comme ça de rendre acteurs les jeunes en fait de leur santé. Et c'est vrai que les jeunes sont plus sensibles quand ça passe entre eux. Ils disaient des jeunes, donc il n'y a rien de mieux que des jeunes entre jeunes. Et c'était accompagné des plus âgés, des professionnels. C'est-à-dire que cette séance-là, c'est eux qui l'animaient, mais en présence des professionnels qui les avaient accompagnés, eux, en tant que référents de la structure. Donc ça aussi, c'est une idée un peu pour leur donner cette force d'aller et de partager ça entre eux. Voilà, je voulais juste partager ça. Super partage qui peut être en plus réplicable assez facilement, de se dire on prend un groupe de jeunes volontaires dans une structure, ça peut être aussi dans un établissement scolaire ou ailleurs, et ce sera aux jeunes
de présenter la structure accueillante. Ça peut être un CCF, ça peut être un centre de dépistage, enfin peu importe. Et c'est hyper intéressant d'impliquer comme ça les jeunes. Vous disiez, Sophie, on ne peut pas ramener tout le monde parce que c'est difficile à organiser, mais si on arrive à ramener un groupe qui ramène l'information dans la structure, ça peut effectivement être super. Sur la partie accompagnement, est-ce que Didier, tu veux nous partager un petit peu ton expérience sur cette partie accompagnement? Parce qu'effectivement, il y a des formations qui sont mises en place et ensuite, on attend des professionnels, mais ça c'est dans tous les domaines, hein, qui sont en capacité de mettre en place cette formation, de la mettre en pratique tout de suite après la formation. Et Didier, tu me disais que tu avais déjà mis en place de l'accompagnement à l'action qui serait un peu le pont entre la formation et l'animation de terrain direct. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je pense qu'on a plutôt une belle carte à jouer là-dessus, sur l'accompagnement des professionnels après leur formation. C'était une demande de la cité éducative du 14e, Porte de Vanves, donc avec pas mal de profs qui ont été formés, et il a émergé en fait peut-être un manque après cette formation d'expérience terrain et de partage d'outils. Donc du coup, voilà, l'idée c'était que je les rencontre et qu'on fasse une journée à post-formation, vraiment partage d'outils et partage d'expérience. Et ensuite, il a été mis en place donc cette année des espaces de co-animation avec eux. Donc l'idée c'est vraiment de les accompagner dans l'animation et puis de retravailler ensemble un petit peu après sur ce qui a pu nous déranger, nous gêner, à quel moment on a été en difficulté ou pas, et qu'est-ce qui nous manque comme outil, ou voilà. Donc c'était vraiment l'idée, c'était vraiment d'associer cette formation au terrain avec profiter de l'expertise du CRIPS sur le terrain, puisqu'on l'a depuis longtemps, et je trouve que ça peut être une carte à jouer pour l'avenir effectivement des animateurs, des animateuristes de prévention du CRIPS. Par rapport à ça, on peut amener ce petit plus. Voilà, donc oui, c'était aussi interroger nos représentations, mais ça on le fait en formation. Mais je pense qu'après une expérience terrain, pour le coup, ça émerge d'une manière plus forte, sachant que, voilà, on l'a vu tout à l'heure dans le nuage sur lequel on a fait travailler tout le monde, le mot consentement sortait en gros. C'est toujours intéressant de voir ça, parce que finalement, on est avec des groupes qui sont pas consentants la plupart à être à l'école. La plupart, ils n'ont pas du tout envie d'être là. Ils préfèrent être chez eux à jouer à la play, ce que j'aurais fait probablement pareil à leur âge. Donc du coup, c'est comme on parlait du consentement à des jeunes qui sont pas consentants avec l'école, ça c'est intéressant. Donc du coup, on le retravaille aussi. Et puis, on a vu qu'aujourd'hui, le mot consentement, moi je pense qu'il y a une vraie réponse un peu à la commande. C'est-à-dire quand on dit aux jeunes qu'est-ce qui est important dans la vie affective et sexuelle, ils nous répondent tous en chœur le consentement. Maintenant, comment on peut vérifier effectivement qu'il y a une congruence entre les paroles et les actes? Ça veut dire qu'est-ce qu'ils traduisent par ce mot consentement? Comment on le travaille, et là pour le coup on peut amener aussi cette expérience terrain qui va au-delà des définitions de la loi et de tout ce qu'on a envie d'y mettre, quoi, pour le coup. Donc voilà, c'était un peu ça là-dessus que je voulais. Merci. Très bien, merci. Non, mais on y voit plus clair. Effectivement, il y a des concepts clés comme celui du consentement où c'est important d'avoir la définition, le cadre légal, mais aussi concrètement, quand on parle de promotion de la santé, d'avoir des méthodes interactives, que les jeunes soient acteurs, actrices de la séance. Comment on fait concrètement pour pas en faire un cours? Et c'est tous ces outils qui peuvent être partagés sur comment on les fait réfléchir à cette notion-là, sur ça peut être des histoires, des mises en situation, des choses comme ça, pour pas juste être sur le fait de répéter des textes de loi ou des grands concepts. D'ailleurs, sur cette question-là, et on passe à la suite, c'est comment est-ce que vous arrivez à faire pour faire coller à la fois les demandes de terrain avec les programmes existants, que ce soit le programme EVARS, ou encore des programmes, Tiffany, vous nous disiez que vous faisiez appel à des structures extérieures. J'imagine que certaines peuvent adapter leur contenu à ce que vous demandez, mais certaines ont déjà des programmes qui sont conçus. Et comment est-ce qu'on arrive à finalement adapter le contenu des partenaires et voir ce qu'ils proposent à nos réalités de terrain et à la demande des jeunes et à leurs besoins? Merci pour cette question, parce que
Ça vient chercher beaucoup de choses en fait. Et pour y répondre, j'aimerais bien vous raconter une petite anecdote. C'était l'intervention du planning familial au collège Albert Camus d'Argenteuil. Donc le planning familial envoie 2 animateurs pour faire un atelier d'EVARS auprès d'un public de 5e ou de 4e. Donc ça intègre également la sexualité. Donc cet atelier tourne autour des thématiques classiques qu'on a abordées au long de cet après-midi. Et le premier atelier se passe, le second atelier est programmé dans Pronote. Et là, les parents décident de retirer les enfants de l'école et de ne pas les faire participer à l'atelier, notamment parce que donc, le prétexte invoqué par la communauté des parents d'élèves, c'était qu'ils ne souhaitaient pas exposer leur enfant à ce type d'atelier, notamment parce que la personne qui animait l'atelier était une personne en transition de genre. Ce qui nous a amené à nous demander, est-ce que, au prétexte de certaines vulnérabilités ou sensibilités dans la communauté éducative d'Argenteuil, on doit éviter d'aborder certaines thématiques de l'ordre de la lutte contre la discrimination ou de l'EVARS, des thématiques qui sont inscrites dans des programmes scolaires de l'école républicaine, pour pouvoir les toucher sur d'autres thématiques, donc le consentement, la lutte contre les discriminations homophobes, et pouvoir tout de même les toucher. Enfin, c'est une vraie interrogation. Je ne sais pas de quelle manière le planning familial a tranché. Enfin, je sais un petit peu quand même que pour les ateliers suivants, ils n'ont pas mobilisé le même animateur pour ne pas continuer sur ce type de dialogue avec les parents d'élèves du collège d'Albert Camus, et qu'il y a eu un travail de communication qui a été fait non pas par l'association mais par les CPE sur, en fait, c'est interdit de retirer son enfant de l'école, on est obligé de le mettre à l'école. Donc, adapter le discours en fonction de son interlocuteur, oui. Après, dans quelle mesure, ça questionne vraiment. Parce que là, du coup, vous évoquez encore plus les attentes finalement des parents et pas tant les attentes du public direct. Et il faut composer avec tout ça. Il y a les attentes de la communauté éducative, donc du collège, les attentes des parents et les attentes des jeunes. Et c'est vrai que ma question, elle était... mais votre témoignage est intéressant parce que ma question était plutôt tournée sur comment est-ce qu'on s'adapte au terrain. Mais du coup, moi, je parlais des jeunes. Mais effectivement, ce terrain, il est beaucoup plus large que les 30 jeunes qu'on va avoir dans notre classe le jour J. Et c'est comment est-ce qu'on arrive à travailler tout ça, d'où l'importance peut-être sur la partie travailler avec les parents, de pouvoir présenter nos actions en toute transparence et en expliquant comment et pourquoi ça s'ancre dans les attentes et le rôle de l'école, tout ce qui va être traité. Pour éviter ces sujets-là, je pense qu'on a déjà toutes et tous été confrontés à la réticence des parents parce qu'à un moment donné, on n'a pas su expliquer quelle était l'importance de cette mission EVARS et quel était le rôle de l'école ou des acteurs, actrices extérieurs. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire avec la communauté de parents pour être dans la transparence, l'explication, la pédagogie sur l'intérêt de ces questions. Et j'ai l'impression que Hélène avait envie de réagir. Non, forcément. Alors... Oui, forcément, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas faire ces séances, en tout cas moi je crois à la coéducation quand même et à l'implication des parents aussi, même sur des sujets aussi sensibles. Donc on essaye, je dis bien parce qu'on n'y arrive pas toujours, à impliquer les parents dans le dispositif, notamment en proposant systématiquement un temps auprès des parents, surtout dans les établissements où il y a des cafés des parents. On en a parlé tout à l'heure, je crois, avec c'était Morgane et Anaïs à la table ronde, qui nous parlaient de la posture, de la formation aussi des enseignants dans le rapport aux parents d'élèves, etc. Je pense que ça peut être très compliqué parfois, justement, dans cette communication et aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait dans ces séances. Parce que, comme on le sait très bien, il y a beaucoup de préjugés et de stéréotypes sur le contenu, sur la posture des animateurs, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à déconstruire auprès des parents aussi et à construire. Et c'est vrai que ça nécessite beaucoup de temps et d'investissement et avec les parents, c'est pas aussi simple, surtout avec la période qu'on a connue du Covid où les parents
parents étaient quand même assez loin de ça. Ça n'a pas facilité les choses davantage. Et là, on essaye. Donc nous, c'est notamment au travers des CESCE, donc les comités éducation, santé, citoyenneté, où on participe, où il y a souvent un RPE ou deux qui sont présents, donc représentants de parents d'élèves, pardon. Donc on essaye, récemment, à la rentrée, par exemple, j'ai participé à certains CESCE où j'ai interpellé directement la RPE en lui disant, voilà, on va intervenir chez vous cette année. Si ça vous dit... des parents d'élèves. Oui, pardon, représentant des parents d'élèves, RPE. Et donc, il y a eu une discussion un peu ouverte avec cette RPE. Il y avait le chef d'établissement, il y avait l'assistante sociale, l'infirmière. Et on a eu un petit échange où, justement, elle parlait de cours d'éducation. Et j'ai repris un peu le terme de cours en disant, non, c'est des séances qui ne sont pas des cours, mais c'est pas descendant ni magistral, mais c'est plus interactif. Et on a pu échanger ouvertement, même si c'était court, parce que CESCE, faut aller vite quand même. Donc, mais ça a donné lieu à oui, ok, je vais en parler à mes collègues de l'association de parents d'élèves, et peut-être on va mettre en place un temps avec eux, animé par une conseillère conjugale et familiale ou un binôme. On l'avait déjà fait il y a 2 ans, et puis après, c'est souvent quand il y a une personne qui porte au sein de l'établissement, ça facilite. L'année suivante, la personne qui portait est partie, donc ça a été plus compliqué. Donc c'est aussi personne dépendant, voilà. Mais on essaye, on n'arrête pas, on l'a mis encore dans le dispositif du CRIP cette année, cette séance auprès des équipes éducatives, mais aussi des parents d'élèves. On le met systématiquement dans tous nos projets. On veut mettre un temps à destination des parents. Pour l'instant, c'est pas encore comme l'atelier avec les parents nous a été présenté tout à l'heure. C'est vrai que plus on avance en âge chez les enfants, les ados, moins on a accès aux parents, et c'est comment réfléchir aussi collectivement à comment est-ce qu'on peut toucher les parents sans forcément les faire venir dans l'établissement, ou alors quel est le meilleur moment pour les faire venir. Mais en tout cas, il y a une réflexion où on voit bien que les différents acteurs, actrices ont du mal à mobiliser les parents à partir d'un certain âge où c'est nécessaire, et en même temps ils se mobilisent en retour pour dire non, on n'est pas d'accord. Mais du coup, il faut trouver le meilleur espace pour pouvoir permettre les échanges. Je crois qu'il y a Clément qui voulait intervenir. Oui, je voulais juste donc raconter l'histoire d'un café des parents. Donc on l'a fait, nous, dans notre établissement, il y a 4 ans. Et en fait, on s'est retrouvés avec 3 parents. Alors qu'on avait communiqué, je pense qu'il n'y avait pas de problématique sur la communication. La problématique, elle était surtout que une partie des parents pensaient que c'était à l'école de traiter le sujet, et qu'une autre partie des parents, je ne suis pas dans leur tête, mais le retour qu'on avait eu, c'est qu'ils pensaient que c'était à eux de le faire, et que du coup, ils n'avaient pas de leçon à tirer de comment l'école le faisait. Et du coup, ça m'a fait réfléchir à ce mot qui était écrit justement sur l'atelier des parents, sur le diaporama. C'était ce mot d'opaque. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est opaque. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que même nous, dans notre communication avec les parents, on va être opaque, parce que si on ne les prévient pas qu'il y a une séance EVARS auprès de leurs enfants, ils vont se sentir mis de côté, et c'est là où justement on peut avoir ce type de réaction qui est un peu véhémente. Mais en même temps, si par exemple au début de l'année, on fait le petit flyer qui est fait dans beaucoup d'établissements sur les séances d'EVARS, on va faire ça dans l'année, c'est très bien. Mais en fait, on continue à alimenter un moulin qui est le moulin de dire que les VARS, c'est pas comme le reste, parce qu'on ne fait pas un flyer pour l'éducation au développement durable, on ne fait pas un flyer pour les cours de SVT, on ne fait pas un flyer pour l'EPS, mais on continue de faire un flyer pour les VARS. Et du coup, il y a vraiment ce côté opaque où même nous, en tant que professionnels de l'éducation nationale, on ne sait pas sur quel pied danser. Vas-y Didier, si tu veux réagir. Rapidement, mais moi je trouve qu'on accorde beaucoup trop d'importance à cette minorité de parents qui sont officiellement contre les VARS. On se tire un peu une balle dans le pied. On sait que 80% des parents sont plutôt favorables à l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les écoles. Et je pense que voilà, on aura toujours des personnes mécontentes ou qui seront pas d'accord pour des raisons idéologiques, culturelles, ce qu'on veut, qu'importe. Mais je pense qu'on leur accorde beaucoup trop d'importance, on en parle beaucoup trop, et même
thème-là, enfin, tu vois, sur le sujet. Je pense qu'à un moment donné, de toute façon, leurs enfants sont effectivement à l'école, donc il y a tout un programme. Ils peuvent pas remettre en cause forcément l'histoire, tout un tas d'autres sujets. Donc moi, je pense que, puis vraiment, on les connaît. En plus, on les connaît très bien. C'est des associations qui font beaucoup de bruit, mais qui sont pas si présentes que ça, et qui sont sur des canaux qu'on peut éteindre en fait, très clairement, quoi. Voilà. Et c'est vrai que dans le vécu, en tout cas, je l'ai dit, ça nous est déjà toutes et tous arrivé, mais effectivement, on s'en rappelle parce que c'est assez rare et exceptionnel pour qu'on s'en rappelle. Donc effectivement, merci Didier de remettre aussi en perspective, c'est que la majorité des actions se déroulent bien et les parents n'y voient pas d'objection. Mais quand ils voient de l'objection, c'est vrai que c'est un peu le caillou dans la chaussure de comment il faut qu'on fasse pour pas que ça se reproduise. Effectivement. Eh bien, merci beaucoup à toutes et tous. Je vous propose qu'on s'arrête là, sauf si vous avez quelque chose de brûlant, parce qu'on était nombreux et nombreuses à cette table ronde, et on sait que du coup, il n'y avait pas beaucoup de temps de parole par personne. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter que vous vouliez forcément partager aujourd'hui avec l'Assemblée ? Moi, j'avais juste envie de vous partager une exposition qui se fait là cette semaine sur Saint-Denis. Si ça vous intéresse de passer la voir, c'est accès libre à la Maison de la Jeunesse de Saint-Denis. Ça s'appelle Les Crocodiles. Je ne sais pas si vous connaissez la BD des Crocodiles. Et donc, c'est une exposition sur le harcèlement de rue et le sexisme ordinaire. Donc, si vous avez envie d'aller visiter cette expo, vous êtes les bienvenus. Voilà. Merci, Hélène. Et moi, je voulais vraiment vous remercier parce que ces temps d'échange entre professionnels très différents de l'éducation nationale, des associations, des professionnels de santé, c'est pas si fréquent et on en a vraiment besoin pour progresser tous ensemble avec les différents outils. Et je rêve d'ateliers, enfin d'une journée entière, d'un forum, voilà. Continuons à en travailler ensemble, et vous m'avez volé ma réplique, je voulais vous remercier. Non, je voulais vous remercier de cet échange riche. C'est vrai qu'on a eu la chance aussi de pouvoir discuter pendant toute l'après-midi pour préparer cette table ronde, et on voit que c'est nécessaire de pouvoir se réunir, discuter, échanger, et voir comment on peut se compléter, continuer à se compléter, et pour se compléter, il faut se connaître, il faut savoir ce qu'on a chacun et chacune à apporter pour notre public, et pour que les jeunes puissent avoir accès à l'éducation à la sexualité avec des professionnels qui sont autour d'eux pour mettre en place des actions. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, sinon je vais répéter ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci.